Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Zachary Bandafimbo, Diplomaties africaines et crise politique congolaise, de Nelson Mandela au clergé catholique national, 2022. Yves Junior Manzanza Lumingu, Bill Augustin Mikambu Lutondo et Placide Ponzo Bekabamba, dire Intellectuel et responsabilité sociale, mélange en l'honneur du professeur Ignace Matensi Takikangu, 2022. Jacques Evuna et Tony Ongen-Mete, l'état verbal. De la grammaire du verbe à la conjugaison en contexte camerounais plurilingue, 2022. Ngoy Nduba Kamatanda, Kayamba TSHI-TSHI-NDOUBA, Constitution et transition démocratique en RD Congo, 1990 à 2006, 2022. Albert Mban, Manuel de gestion des documents administratifs et des archives, 2022. Arthur et Marius Vidot, Regard des Européens sur les Africains entre les XVIIe et XXe siècles. 360 citations pour une contribution à l'étude de l'histoire du Sud-Bénin, 2022. François-Xavier Noah des ZIMBI, La Russie face aux Occidentaux en Afrique centrale, 2022. Federica Burini, Cartographie participative et aménagement du territoire en Afrique subsaharienne, 2022. Abbé Nestor SalumuNDALIBANDU, La philosophie au service de la société en Afrique, le cas de la rez-de-chaussée, 2022. Avant-propos. L'année 2022 marque le centenaire de la création de la ville de Pointe-Noire. La publication de cet ouvrage nous a paru opportune à cet effet. Intitulé « Dynamique spatiale et équipement urbain », cet ouvrage est constitué de 2 parties. La première, Dynamique spatiale, est extraite de 2 thèses de doctorat portant sur la ville de Pointe-Noire, soutenues respectivement à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 et à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville par les auteurs et dont les textes ont été remaniés et allégés. La seconde, Équipements urbains, présente une partie des résultats d'une longue série d'enquêtes réalisées de janvier à juillet 2020 à Pointe-Noire. En effet, comment justifier la rédaction d'un ouvrage consacré à une ville où tout semble être déjà dit ou connu ? En dehors de l'intérêt géographique que peut offrir toute étude de géographie urbaine, un tel sujet peut à première vue ne pas paraître présenter une originalité. Mais au fur et à mesure que nous avons poursuivi nos recherches, nous apercevions le grand intérêt que présente l'étude de Pointe-Noire en tant que 2e ville du Congo, encore peu étudiée dans le domaine de la géographie urbaine. Pointe-Noire, en effet, n'est connue que pour ses activités portuaires, industrielles, pétrolières et surtout par la présence de la façade maritime et non en tant qu'espace urbain. Nous nous sommes fait le devoir d'assurer sa promotion en tant qu'espace ville, à travers la rédaction de cet ouvrage. Par ailleurs, les insuffisances et les limites de ce travail sont imputables à l'indisponibilité de certaines données dans les services publics. Ainsi, nous tenons donc à préciser que les données de la population utilisées sont celles du RGPH de 007 ainsi que les projections du CNSEE. Les données sanitaires sont en revanche celles des annuaires statistiques de 2017 à 2018, publiés en 2020. Le RGPH de 020 et les annuaires statistiques 2019 à 2020 sont en cours de réalisation. Par-delà ces données statistiques quelque peu fastidieuses, cette étude présente les principaux aspects de la croissance spatiale, les modes d'occupation de l'espace et le problème lancinant des équipements urbains. 2e ville du Congo, Pointe-Noire constitue un pôle d'attraction important qui impulse une dynamique spatiale rapide. Toutefois, à l'inverse de la ville de Brazzaville qui fait davantage l'objet d'études géographiques, Pointe-Noire offre encore de nombreuses opportunités de recherche dans le domaine des études spécifiquement urbaines. Outre le recours à des sources écrites variées, à ces différentes étapes, cet ouvrage a bénéficié du concours de nombreuses personnes rencontrées à Pointe-Noire et à Brazzaville et qui nous ont volontairement accompagnés dans sa réalisation.
Nous avons puisé dans leur sollicitude le courage de conduire le projet à son terme. Ainsi, nous adressons nos vifs remerciements à Pierre Ventier, J.P. Doumange, Marie-Claudette Mitsingou et Yolande Berton-Ofouémé, nos maîtres respectifs. Ils ont été parmi les premiers à diriger nos pas dans la recherche en géographie. Nos remerciements s'adressent aussi à Édouard Ngama-Utsika pour ses encouragements, et à Patrice Munza pour ses nombreuses contributions et ses encouragements dans cette aventure intellectuelle. Il a souhaité voir de tout cœur la publication de cet ouvrage, et a accepté de signer la préface. Nous exprimons toute notre reconnaissance à Jovial Kwaoba, conseiller à la population du ministre de la Santé, pour avoir mis à notre disposition des données sanitaires, à Jean-Baptiste Sitou, directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire, et à Karl Théonas Moussayandi, inspecteur de l'aviation civile, à l'aéroport Ahaneto de Pointe-Noire. Leur accueil et appui décisifs ont été d'un grand intérêt. Nous ne saurons passer sous silence le soutien et la collaboration de tous les chefs d'établissements scolaires de la ville de Pointe-Noire. Nous vous restons reconnaissants. Enfin, que nos familles respectives soient honorées ici pour avoir supporté nos déplacements intempestifs de Pointe-Noire, surtout pendant la période de confinement de la population, d'avril à juin 2020. Les auteurs. Préface. Située entre Luanda en Angola et Libreville au Gabon, sur la côte maritime congolaise, Pointe-Noire, ancienne capitale du Moyen-Congo, deuxième ville du pays après Brazzaville la capitale, célèbre ses 100 ans cette année. Pour honorer la cité atlantique, Jean-Luc Moutou et Hilarion Beigel-Misère, dans une complicité scientifique sans mesure, avec des résultats de première main et en s'appuyant sur de nombreux travaux de recherche qu'ils y ont réalisés, ont choisi de lui rendre solennellement hommage à travers ce magnifique ouvrage. Sur les traces de Pierre Ventier et de Joseph Ngama-Biala, les auteurs qui du reste ont une très bonne connaissance de Pointe-Noire, dans une analyse à la fois descriptive et dynamique, évoquent, d'une part, l'historique et l'évolution de cette ville, et d'autre part, les équipements urbains qui forment le cœur de leurs réflexions. Des flots de la mer et des clapotis des vagues sur le sable de la plage, du brouhaha du marché des pêcheurs ou de celui du grand marché, des marchés Fontietier et Tister, du célèbre rond-point Lumumba, de l'avenue Charles de Gaulle et de la Grande Gare, du port maritime et de l'aéroport international Antonio Agostino Neto, de la foire internationale, Pointe-Noire, une ville chaleureuse et très accueillante, offre à ses habitants et à ses visiteurs un paysage remarquablement fascinant. Pointe-Noire, la ville de Jean-Félix Tchikaya, Robert Stéphane Tchichele, Tchikaya Utamsi, Mambou Emeniali, Jean-Pierre Tister Tchikaya, Jean-Baptiste Tati Loutar, Tchichele Chivla, du préfet Alexandre Honoré Paca, de maître Alexis Vincent Gomez et du Premier ministre Anatole Collinet Makosso, a grandi aussi bien sur le plan spatial que démographique. Les besoins en équipements publics se sont concomitamment accrus. Cette étude vient donc à point nommé en cette période où les pouvoirs publics semblent avoir pris l'option de la logique urbaine, pour engager véritablement l'aménagement du territoire congolais. En effet, s'appuyant aujourd'hui sur un schéma directeur d'urbanisme et un plan local d'urbanisme futuriste, les pouvoirs publics s'attachent à offrir aux Pontenégrins une large gamme d'équipements urbains de qualité et à la hauteur de leurs attentes, à même de rendre confortable leur aventure urbaine. Brazzaville, le 1er mars 2022, Munza Patrice, géographe, maître de conférences CAM, Université Marien Ngouabi, directeur exécutif du groupe Ville Transport Développement Local. Introduction. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la plupart des villes d'Afrique sont caractérisées par une extension spatiale exponentielle, rapide et consommatrice d'espace directement liée à l'ampleur de la croissance urbaine et à ses modalités, Y. Gérard 2009 page 513. Cette croissance urbaine est marquée par une extension importante des espaces urbanisés et une modification profonde des structures urbaines et périurbaines, Tabourin, Oantan et JL. Routier 1995 page 1. En effet, dans les pays en développement, l'extension spatiale des villes constitue une épine pour la gouvernance urbaine. En 2008, les Nations Unies annonçaient que 50% de la population mondiale vivait désormais dans les villes. Cette situation résultant de la croissance de la population urbaine prend de plus en plus de l'ampleur, surtout en Afrique.
L'urbanisation du continent, en général et particulièrement celle de l'Afrique tropicale, s'est donc considérablement accélérée. Région à tradition presque exclusivement rurale, mis à part quelques exceptions en Afrique occidentale et orientale, l'Afrique noire est entrée dans une phase de civilisation urbaine avec la colonisation, P. Ventier, 1976. C'est en Afrique subsaharienne que l'on retrouve depuis les années 60, le taux le plus élevé d'urbanisation au monde et cela malgré le fait que cette région soit majoritairement rurale, Pierre May 2003. Son taux d'urbanisation est passé de 14,5% en 1950, 25,7% en 1975 et 38,7% en 2007. Ce taux devrait passer à 47,2% et 61,8% respectivement en 2025 et 2050, selon les projections de l'ONU Habitat 2010. Ce taux semble bien élevé pour les pays qui ont du mal à maîtriser leur urbanisation, à l'instar du Congo. Pourtant, au lendemain des indépendances, les États africains ont intégré l'aménagement du territoire dans leur politique de développement avec la réalisation des premiers plans de développement dans les années 60 et 70, qui ont orienté l'organisation de l'espace urbain. Mais avec l'adoption des plans d'ajustement structurel à partir des années 80, l'attention s'est focalisée sur les politiques macroéconomiques et l'organisation spatiale était reléguée au second plan, J.E. Niélé, 2010, page 45. Le Congo, un pays d'Afrique subsaharienne, constitue une parfaite illustration. Il connaît, dans son ensemble, une urbanisation rapide et demeure l'un des pays les plus urbanisés de la région d'Afrique noire. De Raoul Matingou et B.M. Mengo 2001, page 34. R. Moussonissa et Gemokemo 2000, page 58, écrivait qu'en 1995, 64,4% de la population congolaise résidait dans des agglomérations de plus de 2000 habitants, parmi lesquels Brazzaville et Pointe-Noire. Lors du RGPH de 007, le taux d'urbanisation avait atteint environ 68,1% et la population urbaine était de 1 373 382 habitants à Brazzaville et 715 334 habitants à Pointe-Noire. Par ailleurs, située au sud-ouest du Congo, à 510 km de Brazzaville, la capitale politique, Pointe-Noire est une ville historique. Sa création remonte à la période coloniale et repose en grande partie sur 3 facteurs déterminants. D'abord, en tant que ville portuaire, puis terminus du CFCO et enfin, capitale du Moyen-Congo, statut acquis en 1946. À la suite du transfert de la capitale du Moyen-Congo à Brazzaville en 1958, Pointe-Noire devint un centre urbain ordinaire. Après l'indépendance, la ville n'est plus que chef-lieu de la région du Kwilu jusqu'en 2002. Ces atouts ont impulsé une croissance démographique rapide, favorisée par un taux de natalité élevé, une immigration et un exode rural conséquent, suite aux différentes fonctions politiques et économiques de la ville et à l'arrivée des déplacés de guerre civile des années 1990 et 2000. Ainsi, de 3 300 habitants en 1928, sa population est passée à 54 600 habitants en 1958. En 2007, elle était de 715 334 habitants, RGPH, contre 294 203 habitants en 1984, 140 367 habitants en 1974, RGPH, et les estimations du CNSE faisaient état de 968 075 habitants en 2018. Les pratiques urbaines foncières n'ont pu éviter un étalement urbain exprimé par le mitage de l'espace contigu à la ville, phagocytant ainsi les anciens noyaux habités et constitués des villages ou de bourgs à l'instar de Ngoyo, Siafumu, Loandjili, Nanga, etc. Jinegembo 1994, page 18. Dans son processus de croissance, la ville tente d'élargir son périmètre d'influence au-delà de son centre et de ses limites habituelles déjà établies. Ces limites urbaines sont défaites et sont repoussées sans précision nouvelle. La conséquence la plus flagrante est la dilatation inconsidérée du tissu urbain. La croissance démographique paraît moins spectaculaire que l'étalement spatial qu'il engendre. Il est marqué par une forte densité d'occupation dans les quartiers anciens et une mise en valeur lente des terrains urbains dans les quartiers d'extension récente. La dynamique spatiale ainsi enregistrée, accompagnée de nombreuses disparités spatiales et résidentielles entre les quartiers centraux mieux équipés, signe de la modernité,
et les nouveaux quartiers sous-intégrés et sous-équipés, développés dans des endroits marginaux. Tous ces aspects résultent des faiblesses ou des échecs de la planification urbaine en termes de production de logements, dans un contexte de pauvreté et de l'illégalité. L'insuffisance de l'offre de logements formels locatifs et abordables aux ménages pauvres fait que ceux-ci s'installent sur des espaces urbains interstitiels délaissés, ou dans les périphéries lointaines pour s'assurer d'une sécurité résidentielle et éviter une éventuelle expulsion. Dorier-April, 2007. Par ailleurs, les exigences de la bonne gouvernance urbaine ont conduit à l'élaboration des documents d'urbanisme. Malheureusement, la faiblesse des moyens municipaux, suite aux hésitations du transfert des compétences en matière de finances et de technique, au manque de volonté politique et au laxisme face à la corruption a rendu ces documents inefficaces et dépassés, sans être appliqués. Pointe-Noire est bien victime de ces constats. Et les autorités locales peinent à garantir aux citadins un accès équitable aux services urbains, infrastructures et équipements de base. L'ouvrage est constitué de 2 grandes parties structurées en 8 chapitres dont 5 pour la première et 3 pour la deuxième. Le premier chapitre présente le cadre général de Pointe-Noire. Le second examine les facteurs d'implantation et de développement de la ville. Le troisième analyse les aspects de création de la ville. Le quatrième traite de la population urbaine et de ses revenus. Le cinquième est consacré à l'organisation de l'espace urbain. Le sixième porte sur les structures scolaires publiques. Le septième aborde les structures sanitaires publiques alors que le huitième évoque des transports urbains collectifs. Première partie, dynamique spatiale. Chapitre 1. Cadre général de Pointe-Noire. Ce chapitre aborde le cadre d'implantation et décrit les caractéristiques physiques et naturelles, climat, relief, végétation, sol, composantes stratigraphiques et hydrographie de la ville. 1. Le cadre d'implantation de la ville. Particulièrement peu propice à l'implantation humaine, les éléments physiques qui caractérisent le site urbain de Pointe-Noire ont entretenu pendant longtemps une réputation qui présentait ce site d'impropre à toute installation humaine. À ce jour, cette analyse demeure plausible, d'autant plus que de nombreux secteurs urbains paraissent toujours répulsifs pour les populations, faute de réels travaux d'aménagement qui devraient permettre leur récupération pour une meilleure mise en valeur. Le choix d'un site urbain tient compte de plusieurs éléments pour déterminer le meilleur emplacement possible à l'implantation d'une ville. Mais il arrive quelquefois qu'un site que l'on sait mauvais à l'avance soit néanmoins choisi pour accueillir une ville. Cela a d'ailleurs été le cas pour la ville de Pointe-Noire, qui s'est développée sur un site particulièrement insalubre et qui a entretenu pendant longtemps une réputation répulsive pour l'installation des populations. Cependant, d'autres éléments d'appréciation avaient été pris en considération afin que la ville naisse et se développe exclusivement sur ce site. 1. Localisation géographique. La ville de Pointe-Noire est localisée dans le sud-ouest de la République du Congo, figure numéro 1, en bordure de l'océan Atlantique entre 4,49 degrés de latitude sud, 11,54 degrés de longitude. Elle est la deuxième ville et la capitale économique du pays. Sa superficie est de 239,953 km², soit 23 995,3 hectares et est limitée au nord par la sous-préfecture de Inda, département du Kwilu, et la rivière Rouge, au sud par la sous-préfecture de Chiamba-Nzassi, à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par la rivière Kimpenzu et la gare de Ngonji, département du Kwilu. Figure 1. Organisation administrative de la ville de Pointe-Noire. 2. La plaine côtière. Essentiellement constituée de zones lagunaires, de cordons littoraux et de multiples marécages, la plaine côtière congolaise résulte de l'accumulation de nombreux produits hétérogènes, facilement mobilisables, sable, argile, marne et calcaire, et qui ont permis la mise en valeur de certains espaces autrefois marécageux. Elle fait partie d'un ensemble de dépressions qui s'étendaient depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Angola, et dont le comblement s'est fait du Crétacé au Quaternaire par des alluvions et des sédiments d'origine marine et fluviatile, figure 2. Longue d'environ 180 km, elle a une direction sud-ouest-nord-est en partant du nord du Cabinda jusqu'à la frontière gabonaise. 3. Les plateaux et les collines.
Entre la plaine côtière et le massif montagneux du Mayombe, se dresse une série de bas plateaux et des collines. Les plateaux constituent, avec les collines pré-mayombiennes, l'essentiel de l'arrière-pays. L'altitude des plateaux s'élève progressivement d'ouest en est, atteignant environ 100 mètres près de Diosso et 160 mètres près de Inda. C'est à l'ouest du Mayombe que se situe la zone de plateaux parmi lesquels on trouve les plateaux de Kai, de Inda et de Diosso qui se tiennent respectivement entre 90, 100 et 124 mètres. Des formes de relief marquées par de nombreuses dépressions sèches ou drainées caractérisent la plupart des surfaces de ces plateaux. Au pied du massif montagneux du Mayombe, au nord-est de Pointe-Noire, se trouve la zone de collines qui sépare les plateaux de la chaîne de montagnes. Ces collines, dont les altitudes atteignent souvent 300 mètres, participent-elles aussi au façonnement du relief en escalier dont les différents paliers sont, en partant de la chaîne du Mayombe, les collines, les bas plateaux et la plaine littorale. Figure 2. Esquisse géologique de la façade atlantique du Congo, 1. Alluvion -2. Sable récent -3. Argile de recouvrement 4. Gravier, sable et argile 5. Calcaire de Hall 6. Calcaire de Pointe-Noire -7. Grès de Pointe-Indienne 8. Grès de LOUFICA 9. Série de contact -10. Socle cristallin du Mayombe. Amasengo 1970. Un important réseau hydrographique participe au morcellement de cette zone de collines, car les différentes rivières prennent leur source dans le Mayombe et au-delà, cas du fleuve Kwilu, et descendent ainsi vers le littoral. Cependant, sa largeur n'est pas identique partout. Du nord au sud, la partie littorale de Pointe-Noire se développe sur près de 55 km et elle présente différentes subdivisions, dont une côte basse et marécageuse au sud de l'embouchure du Kwilu. La côte est une vaste dépression marécageuse qui a néanmoins bénéficié de nombreux comblements alluviaux, notamment à l'Ogolien. En dehors de cette zone marécageuse, il faut signaler la présence d'une série de dunes parallèles au rivage, séparées les unes des autres par des espaces marécageux, à l'ouest. Il y a également une côte plus escarpée de Chisanga à Loango, où le plateau jouxte le littoral en le dominant d'un talus de plus de 100 mètres de hauteur, et une côte basse faite d'une succession de cordons littoraux, séparés de chenaux lagunaires et parfois de lagunes plus vastes. 4. Le site de la ville. L'implantation d'agglomérations urbaines n'est pas le fait du hasard, Péventier, 1968, page 136. La plupart des sites sur lesquels sont bâties les villes actuelles existaient déjà avant l'époque coloniale. C'étaient des villages plus ou moins importants. À leur arrivée, les colonisateurs n'ont choisi que les centres urbains les plus à même de remplir des rôles dans le nouveau système. Pointe-Noire est née sur un site constitué des pentes faibles et d'une série de petits plateaux isolés par de larges zones insalubres, en raison de différentes coupures naturelles. Ces coupures sont caractérisées des zones marécageuses qui créent de graves problèmes d'assainissement et de liaison. CRETH, 1986. Ce site est entaillé de lits des cours d'eau qui traversent la ville. Les contraintes physiques imposées par le site ont fortement influencé l'accroissement spatial de la capitale. Ainsi, la ville a évolué sans plan régulier. En dépit de toutes ces irrégularités, Pointe-Noire constitue un bon site portuaire, mais mauvais pour l'occupation humaine. Et cet état physique du site n'a pas constitué un obstacle à l'expansion spatiale de la ville. Dans le centre-ville, la lagune de Chikobo était le principal plan d'eau qui constituait la grande zone marécageuse d'environ 50 hectares. Celle-ci a été remblayée dans la décennie 2000, avec 3 millions de m3 de terre par le promoteur immobilier Roger Rock, dans le cadre de la construction des Maisons sans frontières. Au sud de la ville, la rivière Loya qui elle aussi constituait une véritable limite à l'extension de l'agglomération a été franchie. Cependant, ces différentes rivières ne constituaient pas seulement des inconvénients pour la qualité du site urbain. Leurs eaux étaient souvent sollicitées pour certains usages domestiques par les populations. Cette sollicitation était plus importante par le passé, notamment en ce qui concerne la rivière Songolo, du temps où ses eaux étaient moins polluées. Il en est de même de la Ngwambwisi, dont les eaux ont permis l'alimentation de Pointe-Noire en eau potable sous pression pour la première fois en 1927. Par ailleurs, Pointe-Noire est un grand carrefour au point de convergence de l'océan Atlantique, du fleuve Congo,
à travers le CFCO 510 km, la route nationale 1, Brazzaville-Pointe-Noire, 535 km, sur la route nationale 4, Madingo-Caille-Pointe-Noire-Cabinda sur environ 33 km à partir de Pointe-Noire et la route nationale 5. 2. Le cadre physique. 1. Le climat. Les conditions géographiques locales, la végétation, l'hydrographie, l'insolation, le relief ainsi que la proximité de l'océan Atlantique déterminent le climat de la ville. Il est de type tropical humide, caractérisé par une alternance de 2 saisons bien distinctes. La saison chaude et pluvieuse, longue de 8 mois, d'octobre à mai, caractérisée par une pluviosité très fortement contrastée et une courte saison sèche et fraîche de juin à septembre, figure 3. La saison pluvieuse s'accompagne des températures les plus élevées de l'année. Elle commence entre le 1er et le 15 octobre et se termine entre le 9 mai et le 7 juin. L'analyse de la figure 4 réalisée à partir des données de 1985 à 2019 montre que, pour l'ensemble de la région côtière, c'est en février et en novembre que les pluies sont fortes, ce qui a fait de ces 2 mois les périodes les plus arrosées à Pointe-Noire. En effet, au cours de cette saison pluvieuse, les moyennes mensuelles se situent souvent au-dessus de 75 mm. Cependant, sur l'ensemble de la région côtière, la pluviosité interannuelle avoisine 1200 mm en moyenne, avec de fortes variabilités interannuelles spatio-temporelles. La variabilité pluviométrique interannuelle est très marquée à Pointe-Noire, MJ. Samba Kimbata et M. Mponza 2001, pages 16 à 18, et influence fortement les caractéristiques des sols, humidité des sols, potentiel hydrique, etc. Avec l'abondance des précipitations, le niveau de la nappe phréatique monte et peut atteindre la surface dans quelques zones. Quant à la saison sèche, elle se caractérise essentiellement par la faiblesse, sinon l'inexistence des pluies pendant près de 4 mois. Ce qui ne représente que 5% des totaux annuels. Dans la même période, on note une baisse considérable de la température de l'air, alors que les matinées sont souvent fraîches et s'accompagnent de rosée et de brouillard. Les journées sont souvent peu ensoleillées. Cette période de sécheresse reste circonscrite au bassin côtier, car dans le Mayombe, l'importance du relief permet tout au long de l'année la chute de pluies abondantes qui alimentent les vallées et cours d'eau qui coulent en direction de Pointe-Noire et de l'océan Atlantique. Les mois de juin, juillet et août, voire septembre aussi, sont donc des mois secs qui se caractérisent par l'inexistence des pluies, ou mieux leur réduction à des hauteurs non mesurables. Le déficit hydrique est souvent important pendant la saison sèche, MJ. Samba Kimbata, 1991. La faiblesse relative des précipitations et l'existence d'une saison sèche bien marquée surtout dans la région côtière sont les traits climatiques caractéristiques de tout le Congo sud-occidental, MJ. Samba Kimbata, 1978. Le déficit hydrique est souvent important pendant la saison sèche, MJ. Samba Kimbata, 1991. Vers la fin du mois de septembre, les premières pluies se manifestent sous la forme de crachins et cela dure jusqu'en octobre. Ce n'est généralement qu'en novembre que les grandes pluies apparaissent et à ce moment-là, elles touchent toutes les régions méridionales qui venaient alors de traverser la saison sèche. Les apports en eau de ruissellement issus des versants des vallées s'accumulent dans les bas-fonds et alimentent la nappe parfois jusqu'à la saturation de l'ensemble du profil du sol. Outre les précipitations, conformément aux 2 saisons pluvieuses et sèches que connaît Pointe-Noire, les températures, figure 3, au niveau de la ville subissent, elles aussi, des variations importantes qui ne sont pas sans conséquence pour la santé des populations. Au cours de la saison chaude et pluvieuse, l'insolation maximale permet l'élévation du thermomètre et les températures les plus élevées sont régulièrement atteintes notamment pendant la période allant d'octobre à mai. Bien souvent, ces mois de grande chaleur sont aussi ceux pendant lesquels la pluviométrie est importante. Les températures restent ainsi élevées pendant une bonne partie de la saison pluvieuse, leur décroissance ne se manifestant que vers la fin du mois de mai. Durant ces mois, l'insolation est supérieure à 100 heures, soit une moyenne mensuelle saisonnière de 164,8 heures. À cet effet, les maximums sont souvent proches de 30 voire 31 degrés Celsius, pendant que les minima sont de l'ordre de 21 degrés Celsius. La moyenne saisonnière avoisine généralement les 26 degrés Celsius. Figure 3.
Diagramme ombrothermique de Pointe-Noire de 1985 à 2019, source des données, Direction de la météorologie, ASECNA 2020. Pendant la saison sèche, les températures sont souvent faibles, car le maximum absolu n'approche que 27 degrés Celsius alors que les minima sont de l'ordre de 15 degrés Celsius, la moyenne de ces différentes valeurs étant de 21 degrés Celsius. La véritable sensation de fraîcheur est ressentie en juillet, mois pendant lequel les maximums sont proches de 27 degrés Celsius et les minima descendent parfois jusqu'à 12 degrés Celsius. 2. Le relief. Situé entre la plaine du Niari et la côte maritime, Pointe-Noire a un relief qui se confond à celui du Kwilu, constitué par deux grands ensembles structuraux comme d'ailleurs l'ensemble des reliefs de toutes les unités morphologiques du Congo, N. Mukolo et M. Mponza, 2001 page 10. On peut reconnaître le bassin côtier constitué par des collines et des plateaux de Inda, de la Lemay et de Madingo Kai, et la chaîne de montagnes du Mayombe, large de 30 à 60 km. Il présente des pentes très faibles, voire nulles par endroits, figure 4 et planche 1. Dans sa partie centrale, il est constitué de terres inondables et inaptes à l'urbanisation, mais que l'on adapte. Figure 4. Relief de Pointe-Noire. La topographie plane et le relief élevé de 10 à 25 mètres ne pouvaient laisser présager des phénomènes érosifs importants. Pourtant, ceux-ci commencent à prendre de la forme à Mongo Mpuku et à Loangili. Planche 1. Quelques unités topographiques de Pointe-Noire. Photo 1. En avant-plan, un terrain en cours de remblaiement. En arrière-plan, un ravin et une forêt d'eucalyptus en cours de colonisation, droite, suite à la pression foncière. Photo 2. En avant-plan, une habitation, en arrière-plan, un ravin en formation. Photo 3. En avant-plan, un ravin en évolution à Mongo Mpuku. En arrière-plan, des habitations en situation de résistance. Source, Misère et Moutou 2020. Dans la ville et ses environs, les érosions ont édifié des formes de relief spectaculaires, véritable curiosité touristique en milieu naturel, à l'instar des gorges de Diosso dans le département du Kwilu. 3. La végétation. Les nombreuses études faites en ce qui concerne la végétation de la zone côtière. J. Queclin 1961, P. Ventier 1968, page 57, B. Descoings 1975, J. Lumetto 1991, page 8, A.P. Misamba Lola 2004, page 34, A.B.J. Bikuta Mbongolo 2011, page 70. Il ressort que le périmètre non urbanisé de Pointe-Noire est couvert et dominé d'une savane herbeuse composée de Rhynchelytrum nerveglume, Liparenia diplandra et Ludecia simplex parsemés d'arbustes, mangroves et papyrus qui forment des forêts-galeries. La formation végétale initiale de la ville a connu une véritable dégradation. Elle est progressivement anthropisée depuis quelques années. Elle a presque disparu et a été remplacée par un couvert végétal artificiel des plantes nécessaires fruitières composées d'avocatiers, d'orangers, de manguiers, de palmiers, etc. On remarque aussi, par endroits, certaines cultures mal entretenues et peu protégées d'eucalyptus, de pin et d'acacia. Cependant, l'utilisation draconienne des arbres pour le bois de chauffe est en train de mettre à mal le nouvel équilibre environnemental de la ville. Or, les forêts d'eucalyptus et quelques espaces verts devraient constituer désormais les grandes réserves naturelles facilitant la dépollution de la ville. La ceinture verte, mise en place pendant la période coloniale, et qui avait pour but de protéger la capitale des vents desséchants et d'embusquer les poussières des environs, a actuellement disparu. Toutes ces actions exposent les terres à l'érosion hydrique. La forte sensibilité des sols à l'érosion conduit aux ensablements des cours d'eau et des sites maraîchers situés en aval des potentiels ravins. Car, les eaux de pluie dévalent certaines pentes très abruptes et provoquent de ce fait des éboulements des berges ou des talus. En conséquence, les inondations et l'ensablement deviennent fréquents. Les dégâts causés par ces phénomènes physiques, souvent sous-évalués, se réparent difficilement, car exigeant des coûts de réparation énormes. 4. L'hydrographie. La ville de Pointe-Noire est sillonnée par de nombreuses rivières selon des directions variables, bordée par de larges zones marécageuses et inondables, figure 5. Le réseau hydrographique est constitué de 4 principaux bassins, Ngwambwisi, Songolo, Chimpanzou, Chikumbi.
À ces grands bassins s'ajoute un complexe lacustre important Cayo, Yubi, Lufualeba, Nanga, Chipunga, Ndembo, Loangili, etc. et lagunaires, Mvasa, Lubi, Malonda. Plus loin, on trouve la Lemay avec plusieurs obstacles à la navigation. Ces rivières finissent leur course dans l'océan Atlantique à la frontière congolo-angolaise, Péventier, 1968, page 52. D'autres rivières adjacentes, plus ou moins permanentes, sont aussi identifiées. Loya, Patra, Chiali, Chimpanzou, Colombo, Songolo, Gironde, Chinouka, la rivière Rouge, etc., qui constituent les principaux cours d'eau de la ville et qui l'ont rendue particulièrement insalubre. Cependant, de toutes ces rivières, la Songolo était la plus importante, car non seulement qu'elle coulait véritablement au sein de la ville, mais en plus, son eau était presque partout recueillie par la population pour certains usages domestiques. Actuellement, le lit de la Songolo est utilisé comme une décharge et les eaux emportent les déchets des ménages riverains. La Songolo qui, il y a quelques années, marquait la limite naturelle de la ville au nord, nord-est, est aujourd'hui polluée, et cette situation est inquiétante étant donné les différentes sollicitations concernant les eaux de cette rivière. Actuellement, de toutes ces eaux de surface de la ville de Pointe-Noire et ses environs, seules les eaux de la Ngwambousi, affluent de la Songolo, sont exploitées par la Congolaise des eaux, LCDE, pour approvisionner certains quartiers en eau potable. D'autres quartiers sont alimentés à partir des forages. L'abondance relative des apports pluviométriques justifie les faibles périodes d'étiage. La Songolo, principal bassin versant, mesure environ 39 km² et a un débit d'écoulement égal à 13 litres secondes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.